motema. Oye, 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 tusangana. Typologie des caractères. Typologie, il y a le mot type. Est-ce qu'on pourrait considérer par exemple que si nous prenons les êtres humains, il y a moyen de les classer en des catégories, dire ceux-là ils ont tel caractère, ceux-là ils ont tel caractère, ceux-là ils ont tel caractère. Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a un débat sur le sujet. Déjà dire tu as tel caractère, c'est étiqueter quelqu'un. Et ce n'est pas très malin. Étiqueter quelqu'un, c'est le condamner. Alors que lui, c'est un être dynamique. Il peut changer, nous venons de le dire. Mais n'empêche, pour des raisons de discours, pour des raisons théoriques, on peut quand même dire, voilà, tel type de caractère, tel type de caractère. C'est pour ça qu'on parle de la typologie. Alors, dans les typologies, nous avons ce qu'on appelle les typologies physiques. Nous avons les typologies psychophysiologiques et nous avons les typologies psychanalytiques. Lorsqu'on dit les typologies physiques, on a deux auteurs là-dedans, Kretschmer et Sheldon. C'est des gens qui considèrent que, selon la morphologie de quelqu'un, par exemple quelqu'un qui est mince, élancé, ou selon qu'on est gros et trapu, ou selon qu'on est athlétique, eh bien, ça correspond à trois types de caractères. La typologie de Kretschmer. Kretschmer, c'est un médecin et psychiatre allemand. Pour lui, il distingue trois types physiques. Les individus chez qui les mensurations verticales sont plus importantes que les mensurations horizontales. Et ceux chez qui les mensurations horizontales sont plus importantes que les mensurations verticales. Et alors, un moyen terme. Il va appeler le premier le leptosome. Il est long et mince. Les gros trapus, il va l'appeler le pique-nique. Et le type intermédiaire, il va appeler l'athlétique. Alors pour lui, à ces trois types physiques correspondent deux types de caractères, avec un moyen terme au milieu. Le long et mince, il est schizotyme. Un type qui est schizotyme, c'est-à-dire il a la maîtrise de soi, il a des réactions plutôt lentes, il n'aime pas les changements. Et d'après cet auteur, beaucoup de ces gens-là sont prédisposés à l'épilepsie. Vous avez l'athlétique visqueux. Il est fort et costaud. C'est le type intermédiaire. Des caractères tranquilles, mais qui peut parfois exploser. Vous avez alors le pique-nique. Il est gros, il est trapu. C'est le caractère qu'on appelle cyclothymie. Il est cyclotyme. C'est un individu à humeur versatile, c'est-à-dire qui change. Il est tour à tour débordant d'enthousiasme et faiblement excité par les situations nouvelles. Chez lui, les traits comme la camaraderie, le sens social et la projection sur autrui sont fréquents. Sur le plan pathologique, il est prédisposé à la psychose maniaco-dépressive. Notez que il y a aussi le terme schizoïde et cycloïde. Alors, quand on dit schizoïde, c'est-à-dire c'est vraiment pathologique, alors que cyclotyme, les termes schizoïde et cycloïde qualifient les caractères de l'individu légèrement déviants, alors que schizothymie et cyclothymie renvoient au caractère normal qui s'y apparente. Donc schizotyme
Si c'est devenu déviant, ça va donner schizoïde et cyclotyme. Quand ça devient déviant, ça va donner cycloïde. Un autre auteur qui a fait une autre classification, c'est Sheldon. C'est un psychologue américain. Il va dans le même sens que Kretschmer, avec la différence que lui, il va parler de 3 types physiques auxquels vont correspondre 3 types psychiques. Chez Kretschmer, c'était 3 types physiques et 2 types psychiques. Maintenant ici, chez Sheldon, c'est 3 types physiques et 3 types psychiques. Contrairement à Kretschmer, qui était parti des malades, Sheldon constitue un grand échantillon de gens normaux. Il arrive lui aussi à 3 types physiques et 3 composantes comportementales. Le premier, il va parler de l'endomorphisme, la viscérotonie. Il s'agit des gens élancés et il trouve qu'ils sont inhibés et introvertis. Vous savez, le mésomorphisme ou la somatotonie, c'est des gens qui sont moyens, remuants et agressifs. Vous savez, l'ectomorphisme ou la cérébrotonie, c'est des gens qui sont gros, ventrus, sociables et faciles à vivre. Vous avez aussi d'autres auteurs que vous allez classer dans cette classification, donc d'autres auteurs qui se sont aussi basés sur le physique pour aboutir à des types psychiques, c'est comme Viola, Sigo, Pende. Voilà pour ce qui est de la typologie physique. Nous avons aussi ce qu'on appelle la typologie psychophysiologique de Pavlov. Lui, il distingue 4 types. On peut classer les gens en 4 catégories. L'équilibré, l'excitable, l'inhibé et l'inerte. L'équilibré, c'est quelqu'un qui a une adaptation positive aux situations. Il est capable d'apprentissage et d'inhibition. On peut en rapprocher celui qu'on appelle le sanguin. L'excitable, c'est quelqu'un qui acquiert facilement des habitudes actives. Il est colérique. L'inhibé, il acquiert facilement des habitudes provenant de l'inhibition. C'est le genre mélancolique. L'inerte, il est peu capable d'acquérir des habitudes. C'est ce qu'on appelle les flegmatiques. Ça, c'est la typologie de Pavlov. Nous avons aussi la typologie d'Hippocrate. Hippocrate distingue 4 types, selon la prédominance plus ou moins marquée de l'une ou l'autre humeur. Et les humeurs, c'est quoi? C'est le sang, c'est la bile jaune, la bile noire et la lymphe. Eh bien, selon la prédominance de l'un ou de l'autre, eh bien, il trouve qu'on peut distinguer les individus en 4 catégories lui aussi. Le premier, on l'appelle les sanguins. Le sanguin, c'est quelqu'un qui aime la vie, la société, le mouvement. Il y a le bilieux, du mot bile. C'est quelqu'un qui est dynamique, plein d'énergie. Il vit pour l'action. Il se caractérise par une grande puissance de travail. Vous avez le nerveux. C'est quelqu'un d'une sensibilité à fleur de peau. Il est vulnérable, il est susceptible. Vous avez le lymphatique ou flegmatique. C'est quelqu'un qui est tranquille, indifférent. Il n'est pas porté à l'action. Voilà pour la typologie d'Hippocrate. Nous avons la typologie psychanalytique de Jung. Jung lui distingue les gens en 2 catégories. Ceux qu'il appelle les introvertis, ceux qu'on appelle les extravertis. Donc les introvertis vivent pour eux-mêmes. Ils sont étrangers au monde extérieur. Tandis que les extravertis sont orientés vers le dehors. Ils sont ouverts, ils sont joyeux, ils sont opportunistes. Vous avez aussi d'autres psychanalystes comme Freud, comme Adler, qui ont aussi proposé d'autres typologies. Aussi la typologie de Heymans, Wiersma, et qui a même été reprise aussi par Le Sen, ces 3 auteurs. Et ils partent du fait que parmi les traits de caractère, il y a les éléments suivants. Il y a l'émotivité, il y a l'activité, il y a la primarité et il y a la secondarité. Je vais expliquer. Vous avez déjà vu des gens, on vous dit c'est un type émotif.
Il est tellement émotif que il va à l'hôpital avec son enfant et on doit faire la circoncision de l'enfant. Et l'infirmier lui dit, monsieur, vous savez, il y a deux possibilités. Je fais la circoncision avec anesthésie ou sans anesthésie. Si je fais sans anesthésie, la plaie va guérir plus vite. Avec anesthésie, la plaie va prendre du temps. Vous voyez la mère de l'enfant qui dit, bon, faites sans anesthésie. Et là, on doit tenir l'enfant. Et l'enfant regarde son père. Papa, quand il voit les ciseaux, et le papa est incapable de soutenir cette scène-là, il sort. Et c'est d'autres personnes qui vont s'occuper de son enfant. Ça, c'est le genre émotif. Donc, l'émotivité, c'est la facilité plus ou moins grande avec laquelle une situation donnée déclenche chez la personne un état affectif, émotion ou sentiment. Alors, vous avez aussi l'activité. Quand on dit l'activité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, vous regardez autour de vous, même les enfants, vous en avez un qui, quand vous l'observez bien, lui, quand il a fini de manger, il se met tranquille au salon. Ses distractions, c'est regarder la télé, c'est lire des livres, etc. Et que vous en avez un, dès qu'il a fini, il est à gauche, il est à droite, il joue, etc. Il ne peut pas se tenir tranquille. Il y a des fourmis dans les jambes ou quoi, cet enfant, il n'est jamais tranquille. Eh ben, il est dans l'activité, lui. Donc l'activité est le besoin qui pousse l'individu à agir, à passer à l'exécution d'un projet ou d'une idée. Alors vous avez ce qu'on appelle la rétentivité. La rétentivité signifie que lorsqu'un événement nous touche, il y a des gens chez qui ça vous touche de manière un peu superficielle. Il y a des gens chez qui ça touche de manière tellement profonde. Alors à ce moment-là, on va dire de l'un qu'il est primaire, l'autre qu'il est secondaire. Alors si vous voulez bien comprendre la différence entre quelqu'un qui est primaire et quelqu'un qui est secondaire, imaginez que je vous demande d'évoquer un souvenir, un événement qui s'est passé il y a 10 ans par exemple. Et vous me racontez cet événement qui s'est passé il y a 10 ans avec détachement. Vous en aviez souffert, d'accord, mais le temps est passé. L'eau a coulé sous le pont et vous revenez à l'événement de manière tout à fait détachée. Ce genre de personnes, c'est des gens qui sont des primaires. Mais un type secondaire, lui, vous lui rappelez cet événement-là, il est capable d'éprouver encore toute l'émotion qu'il avait éprouvée au premier jour. Il va encore verser des larmes. Ça, c'est des gens qui sont secondaires. J'ai toujours donné des exemples à mes étudiants. J'ai dit, faites attention. Si vous manquez du respect à votre femme, selon qu'elle est primaire ou secondaire, sa réaction ne sera pas la même. Celle qui est primaire peut se fâcher. Celle qui est secondaire peut se fâcher aussi. Mais celle qui est primaire va vous montrer sa colère tout de suite. Elle va se fâcher et puis elle va oublier. Mais la secondaire, elle peut encore se maîtriser. Elle peut se maîtriser, mais les jours où elle va se fâcher, eh bien, ça sera une colère accumulée. Il va vous donner une réaction totale. Et vous dites, mais non, mais donnez-moi une chance. Non, trop tard. Parce qu'elle avait accumulé. Et elle avait mis ça au plus profond. Et quand elle sort ça, elle vous sort une réaction totale et parfois définitive. Donc, attention, avec des individus, sélection primaire ou secondaire. Bon, donc, attendez. Nous venons donc de dire que nous avons ce qu'on appelle l'émotion, l'émotivité. Nous avons ce qu'on appelle l'activité. Et nous avons ce qu'on appelle la rétentivité. Cela va nous donner des formules. Alors, je peux vous demander de faire un exercice. Commençons par ce qui est plus facile pour moi, c'est du point de vue émotif. Alors, allons-y. Est-ce que vous êtes émotif ou vous êtes non émotif? Je vous ai dit que ce n'est pas noir et blanc, c'est sur une échelle. Vous tendez plus vers l'émotif ou bien vers les non émotifs. Alors, imaginez, vous tendez vers l'émotif, vous marquez E. Si vous tendez vers l'autre côté, vous marquez NE, petit n et grand E. Donc, émotif, non émotif. C'est fait? Très bien. Maintenant, nous prenons l'autre critère, activité. Soyez honnête avec vous-même. Vous êtes le type un peu tranquille, et même vos distractions, c'est lire et puis vous asseoir avec des copains, jouer au jeu de cartes. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui est toujours dans l'action, en train de faire quelque chose, en train de bouger, de dépenser de l'énergie? Alors à ce moment-là, vous êtes A.
alors que l'autre, il est NA. Donc voilà, deuxième notion. On le fait ensemble. Moi, je suis E, je suis émotif. Maintenant, pour les critères, activité, moi, je suis A, je suis actif. Mais ne suivez pas mon exemple, hein. Vous êtes ce que vous êtes. Donc, vous mettez votre formule. Maintenant, en matière de ce qu'on appelle la rétentivité, est-ce que vous êtes primaire ou est-ce que vous êtes secondaire? Si vous êtes primaire, vous marquez P. Si vous êtes secondaire, vous marquez S. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme formule? Chez moi, ça sera E, A, S. Je suis émotif, actif, secondaire. Et vous qui me suivez, vous êtes qui? Vous avez trouvé votre formule? Ok. Alors, au cas où vous avez trouvé votre formule, je vais vous lire maintenant ce que ces auteurs qui ont fait cette classification vont dire de vous. Attention, je ne veux pas dire que vous êtes exactement comme ça. C'est-à-dire que vous vous rapprochez de ce que je vais lire maintenant. Les gens qui sont EAP, on les appelle les colériques. Les gens qui sont EAS, on les appelle des passionnés. Les gens qui sont ENAP, on les appelle nerveux. ENAS, on les appelle des sentimentales. NEAP, c'est des sanguins. NEAS, c'est flegmatique. NE, NAP, on les appelle les amorphes. NE, NAS, on les appelle les apathiques. Alors, commençons par les colériques. Vous voyez bien que le gars, il est émotif, il est actif et il est primaire. Ce genre d'individus sont caractérisés par une vitalité, une sexualité exigeante, de la bonhomie, de la générosité. Ils ont besoin d'action. Ils sont entreprenants et persévérants. Il sait prendre des initiatives. Il a le sens pratique. Il aime la foule et la popularité, la politique. C'est l'exemple de Hugo et Pégu dans la littérature européenne. Dans votre pays, cherchez un peu parmi les hommes politiques, qui est-ce que vous mettez dans cette catégorie des gens qu'on pourrait appeler les colériques? Vous avez les gens qu'on appelle les passionnés. Je vous ai expliqué, c'est des gens qui sont ambitieux, mais en même temps capables de réalisation. C'est un homme de principes et de règles. Il est soucieux des réussites sociales. Il a une volonté ferme. Il est agressif s'il est contrarié, mais il est affectueux quand on lui obéit. Il est fidèle au passé. Il a une puissance de travail. Il est discipliné et ponctuel. C'est quelqu'un qui est conscient de ses qualités, de sa valeur. Il a un peu de l'estime de soi, qui exige aussi des signes de la puissance matérielle. Pascal, Racine, Corneille, Napoléon font partie de cette catégorie de gens qu'on appelle les passionnés. Le nerveux, comment il est lui, le nerveux? Émotivité intense et irrégulière. Il est esclave du présent, instabilité, tendance à la violence et à la susceptibilité, mais il se réconcilie facilement. Il a une intelligence imaginative et peu méthodique. Il a une activité impulsive et intermittente et inconstante aussi. Ses émotions ne durent pas. Il ne peut travailler que si les désirs coïncident avec l'occasion, c'est-à-dire par à-coup. Il est violent et susceptible. Il recherche les émotions intenses et nouvelles. Il fuit la famille et recherche des amitiés extérieures qui sont diverses et collectives. Il est disposé à mentir, il est méfiant lui-même. Content de lui, il aime que les autres viennent confirmer sa propre satisfaction. Il s'adapte mal à un travail monotone. C'est le cas de Baudelaire, de Musset, de Chopin, de Stendhal. Vous avez quelqu'un qu'on appelle le sentimental. Il est doté d'une grande sensibilité, mais au lieu de dissiper ses impressions, ses joies et ses chagrins, dans le premier moment comme les nerveux, il les prolonge longuement. Il les remémore, les ressasse, presque sans fin. Il est profond, il est rêveur, il est constant.
Il aime la solitude et se contente d'un ou deux camarades, pas plus. Il ressent profondément ce qu'il vit et ce qu'on lui dit. Il a des variations d'humeur qui seront lentes mais profondes. Il n'est pas esclave des événements, il essaye de les juger. Il vit rarement le présent. C'est un homme qui se souvient et qui pense à l'avenir. Fidèle aux habitudes, il déteste les changements. On doit donc se comporter vis-à-vis de lui avec prudence. Si vous le brusquez, il va se fermer davantage. Il est irrésolu et privé de sens pratique, timide et sensible. Il devra être pris avec douceur, compréhension et justice. C'est le cas de Jean-Jacques Rousseau et de Vigny. Vous avez le sanguin, non émotif, actif, primaire. Le sanguin, il a le sens pratique. Il s'adapte facilement à un esprit clair. Il a le sens de l'observation. Il recherche la réussite sociale et il y parvient. Il a le goût des théories, de la philosophie, des sciences et des maths. Beaucoup de sanguins possèdent des talents qui font d'eux des critiques littéraires ou des publicistes. C'est le cas de Montesquieu et de Mazarin. Le flegmatique, non émotif, actif et secondaire. Le flegmatique, c'est quelqu'un qui est froid, calme, solitaire, il est peu bavard. Il limite la conversation à l'essentiel. Il est fidèle au milieu et à lui-même. Il ment rarement. Il est ordonné dans son travail. Il accomplit avec calme et régularité. Il est propre et même méticuleux. Il est capable d'efforts. Il est lent, mais il est sûr. Il faut le prendre par les idées et les arguments. Le tirer de sa solitude. C'est quelqu'un qui a un esprit d'organisation. Il est calme et pondéré. C'est le genre comme Kant ou Bergson en philosophie. Vous avez celui qu'on appelle l'amorphe. Celui-là, il est non émotif, il est non actif et il est primaire. Eh bien, l'amorphe se caractérise par une grande inertie. Il fait ce qui lui est vraiment imposé et rien de plus. Son esprit ne se meuble pas facilement. Il remet au lendemain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il manque de ponctualité partout. Jean de La Fontaine était de cette catégorie-là. Enfin, vous avez l'apathique. L'apathique, il est non émotif, non actif, secondaire. C'est quelqu'un qui n'adhère pas à ce qu'il accomplit. Il pourra donner satisfaction dans un travail routinier qui demande un certain ordre. Son humeur est égale et il éprouve un certain goût pour la solitude. Mais la solitude de l'apathique est pauvre. C'est le moins compatissant et le moins serviable des caractères. C'était le cas avec Louis XIV. Faites attention, mes amis. Ces types, comme je viens de les décrire, c'est ce qu'on appelle des types purs, qui n'existent pas en réalité. Tout est question d'échelle. Où vous dites de 0 à 10, 5 au milieu, où est-ce que je me situe? Et je suis proche de ce côté-là, je suis proche de ce côté-là. Ça, il faut partir de cette idée-là. Vous dire aussi que tout dépend du milieu dans lequel nous nous trouvons. Vous dire aussi que tout dépend du travail que nous faisons, du style de vie et tout. Tout ça, ça influe sur notre caractère. Donc les gens qui seraient exactement comme je viens de décrire là, c'est des caractériels, des malades. Mais l'être humain échappe à ces classifications-là.